Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours d'électricité électrostatique, partie électrisation. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me faire parvenir de vos remarques, vos questions et vos commentaires. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un like et à partager. Alors, électrostatique, phénomène d'électrisation. C'est quoi l'électrostatique? Eh bien, c'est l'étude des charges électriques immobiles et l'étude des forces qu'elles exercent entre elles, c'est-à-dire l'interaction qui existe entre ces charges fixes. Lorsque les charges ne sont plus fixes, c'est-à-dire ils sont en mouvement, dans ce cas-là, on parle d'électrocinétique. Voilà un exemple. Vous avez ici des charges fixes. Là, on va étudier les forces, les champs, etc. Ils sont fixes, donc on est en électrostatique. Par contre, une charge qui est mobile, il a une certaine vitesse, donc ça veut dire que la mobilité de cette charge va générer un courant électrique et on est dans le cas de l'électrocinétique. Pour cela, on est amené à classer les matériaux à partir de leurs propriétés. Donc à partir des propriétés électrostatiques des matériaux, on peut définir ce qu'on appelle les matériaux conducteurs. Alors c'est quoi un matériau conducteur? Comme son nom l'indique, un matériau qui laisse passer le courant électrique est un conducteur. Un conducteur métallique possède des électrons libres qui circulent librement. Exemple, c'est le cas de la majorité des métaux. C'est l'or, l'argent, le fer, le cuivre, l'aluminium, etc. Donc, quand on a un matériau, par exemple, et on veut le tester, est-ce qu'il est conducteur ou non, on n'a qu'à faire un circuit simple, là, et puis on va faire la continuité du circuit à l'aide de cette partie du matériau. Si la lampe s'allume, ça veut dire qu'il s'agit bien d'un matériau conducteur. S'il ne s'allume pas, donc ça veut dire qu'il n'est pas conducteur. Donc, pour un matériau conducteur, la lampe, évidemment, va s'allumer. Maintenant, donc, pour expliquer le fait que les matériaux sont conducteurs ou pas conducteurs, et on va aller au niveau de ce qu'on appelle au niveau des bandes d'énergie. Il y a ce qu'on appelle la bande de valence et il y a la bande de conduction. Ce sont deux bandes différentes. Mais dans le cas des matériaux, dans le cas des métaux, eh bien, la bande, ou bien de manière générale, dans le cas des conducteurs, la bande de valence se chevauche avec la bande de conduction. Ça veut dire que les électrons, ils passent sans problème, il leur faut vraiment très peu d'énergie pour passer de la bande de valence à la bande de conduction. Et là, ils circulent dans le matériau, c'est-à-dire ils circulent dans le conducteur. Par contre, on va voir tout à l'heure que ce n'est pas le cas pour un matériau isolant. Donc, lorsque le matériau est conducteur, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les électrons de la bande de valence passent dans la bande de conduction et là, ils circulent d'un atome à un autre. Voilà, l'électron, passe d'un atome à un autre et puis le suivant le remplace, etc. Et c'est comme ça qu'on a le phénomène de conduction. Donc ici, vous avez un exemple de conducteur que vous connaissez tous, c'est les fils électriques qui sont en cuivre, qui sont utilisés partout, là où il y a des réseaux électriques. Donc, voilà l'exemple de matériau conducteur. Et il faut savoir que lorsque les électrons se propagent dans un conducteur, comme il y a des forces de répulsion, ils sont tous de même nature, ce sont des électrons, il y a des forces de répulsion entre eux, alors tous, celui-là, il repousse celui-là, et celui-là, ils se repoussent entre eux, et donc, ils se retrouvent tous tout en se déplaçant à la surface du conducteur. Alors maintenant, un matériau isolant. C'est quoi un matériau isolant? C'est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique. Voilà. Un isolant ne possède pas d'électrons libres. L'électrisation reste localisée là où il a été créé. Alors je reviens au niveau des bandes d'énergie. Donc, juste avant, on avait dit que la bande, pour le conducteur, la bande de valence, se chevauche avec la bande de conduction et que les électrons ils passent facilement dans cette bande. Par contre, pour un isolant, il y a un gap, c'est-à-dire c'est une zone interdite et il faut énormément d'énergie pour faire passer un électron de la bande de valence à la bande de conduction. Donc,
dans un isolant, il n'y a pas d'électrons dans la bande de conduction. Donc, ils ne peuvent pas circuler. Ils sont figés dans la bande de valence. La même chose, pour tester un matériau, s'il est conducteur ou non, eh bien, il suffit de le mettre, par exemple, là, et puis fermer le circuit. Si la lampe ne s'allume pas, et évidemment, comme c'est un matériau isolant, donc elle ne va pas s'allumer. Une autre caractéristique, c'est, on a dit que pour le matériau conducteur, l'électron se déplace, voilà, et l'électron, il se déplace d'un atome à l'autre, dans la bande de conduction. Là, on n'a pas d'électrons dans la bande de conduction. Donc, il n'y a pas d'électrons qui vont se déplacer là. Les électrons restent figés disons, dans la bande de valence. Quand je dis figé, c'est juste pour signifier que il ne se déplace pas vers la bande de conduction. Voilà un exemple d'un matériau isolant. Et bien, ce sont les bornes en plastique que vous trouvez sur les routes dans le cas des travaux. Donc, vous avez ici, comme on a dit, que les électrons ne se déplacent pas vers la bande de conduction et donc ne circulent pas dans le matériau. Si vous prenez une barre en plastique qui est un matériau isolant et vous lui ramenez des électrons par le moyen, par exemple, vous avez frotté cette barre avec du coton ou autre chose. Donc, vous lui avez ramené des électrons, et bien ces électrons, ils restent figés dans la zone où vous avez frotté. Comme ils n'ont pas accès à la bande de conduction, donc ils ne peuvent pas se déplacer dans le matériau. La charge reste localisée dans la zone où il a été créé. Alors maintenant, comme exemple de matériaux isolants, vous avez les matières plastiques, le bois, le verre, le tissu, le papier, l'air, etc. sont tous des matériaux isolants. Voilà un exemple dans lequel on a en même temps et les isolants et les conducteurs. Vous savez, le transport de l'énergie, par exemple, des barrages vers l'utilisation, vers la distribution dans les villes, ben vous avez les pylônes qui transportent cette tension-là. Donc voilà le câble. Vous avez trois câbles, vous avez trois phases. Et vous savez, ce câble-là, c'est là où il y a de l'énergie qui est transportée. Et comme il faut fixer tous ces câbles-là à cette structure qui les supporte, et bien on met un isolant, voilà, pour les accrocher au pylône, on met un isolant qui sont, que vous connaissez tous, c'est des assiettes en verre, voilà, qui sont des isolants pour supporter les câbles, mais pour assurer la continuité du courant ou bien de la tension, voilà, un autre câble, lui, qui conduit, voilà, jusqu'à là, et puis ça continue. La même chose pour les autres phases. Alors, en résumé, dans un conducteur, la charge sera répartie sur toute la surface dans le conducteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité de se déplacer, de se repousser. Par contre, dans un isolant, la charge s'accumulera à un endroit précis. Alors maintenant, on va introduire la notion de corps neutre et de corps chargé. Un corps qui possède autant de charges positives que de charges négative est dit ou bien appelé neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la charge globale du corps est nulle. Alors quand on dit un corps neutre, il ne faut pas confondre avec un corps qui ne comporte aucune charge. Il n'y a pas de corps qui ne comporte pas de charge. Tous les corps comportent des charges. Ils sont neutres parce qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. C'est-à-dire, vous avez le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. Algébriquement, si vous faites l'addition, ça fait 0 comme charge. C'est un corps neutre. Alors, ici, pour vous donner un exemple, lorsqu'on frotte deux corps, l'un contre l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'un arrache des électrons à l'autre. Parce que quand il y a un transfert de charge, c'est juste un transfert d'électrons. Il n'y a pas de transfert d'autre chose. C'est un transfert d'électrons, soit je gagne d'électrons, soit je perds d'électrons. Donc le transfert se fait toujours, l'électrisation se fait toujours à l'aide des électrons qui sont des charges négatives. Donc le corps qui a perdu des électrons, il avait un certain nombre d'électrons qui équilibraient, du point de vue signe, qui équilibrait les charges positives, eh bien, si le corps perd des électrons, ça veut dire qu'il se trouve avec plus de charges positives que de charges négatives. Dans ce cas-là, voilà, il se trouve avec une nouvelle charge positive, et bien le corps est chargé positivement. Maintenant, si le corps possède un excès d'électrons,
eh bien, il est chargé négativement. Ça veut dire que, en plus, au départ, il est électriquement neutre, ça veut dire autant de charges positives que de charges négatives, mais lorsque vous lui ramenez des électrons, donc il y a plus d'électrons que de charges positives, ça veut dire qu'il est chargé négativement. La somme algébrique va vous donner des charges négatives. Voilà, le cours est chargé négativement. Alors, comment se passe le phénomène d'électrisation? Comment peut-on réaliser l'électrisation? Tous les corps s'électrisent et il y a plusieurs manières pour le faire. Donc il y a d'abord le frottement. Voilà, on frotte l'un à l'autre. Si l'on frotte une règle en plastique avec du coton, par exemple, on observe que la règle est capable d'attirer de fins objets, des cheveux, des petits bouts de papier, etc. Ça veut dire quoi? J'ai une règle en plastique. Au départ, elle est neutre. Je prends du coton. En frottant du coton sur cette règle en plastique, j'amène des électrons à la règle. C'est-à-dire le coton va donner des électrons à la règle. La règle étant un isolant, les électrons vont rester localisés. Voilà, ils sont localisés dans cette zone-là. Et bien maintenant, si on prend cette règle-là et on l'approche de fins objets, comme elle est chargée, il n'est plus électriquement neutre. S'il était électriquement neutre comme ici, là, il n'y aura pas d'attraction entre elle et autre chose. Mais maintenant qu'elle est électrisée négativement, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attire des objets, voilà, parce que dans ces objets-là, il y a comment on va l'expliquer là? Il y a les charges, comme ici c'est négatif, les charges positives vont se mettre de ce côté-là, les négatives vont passer de l'autre côté, et comme il y a moins et plus, ils vont s'attirer. C'est ce qu'on va expliquer ici, là, dans le cas de l'électrisation par contact. Alors maintenant, on a dit, l'électrisation peut se faire par frottement, maintenant par contact, avec un corps déjà électrisé. Par exemple, là, si je prends une boule neutre, voilà, et une autre qui est déjà électrisée, ça veut dire une autre boule à laquelle on a ramené des électrons de plus. Quand on va les mettre en contact, là, pour simplifier l'explication, supposons que les deux boules sont identiques. Alors, quand on va les mettre en contact, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a cette quantité d'électrons qui est en plus, qui a été transférée à cette boule-là, eh bien, va se partager, et celle-là, comme elle est neutre, eh bien, cette quantité de excédentaire va se partager entre cette boule-là et celle-là. Voilà. Supposons que les boules sont exactement les mêmes, eh bien, on va avoir cette quantité d'électrons va se partager exactement en deux entre cette boule et celle-là. Alors, eh bien, maintenant qu'ils sont devenus électrisés toutes les deux négativement, ben, j'ai moins avec moins, je vais avoir un phénomène de répulsion. Par contre, ici, là, c'était moins, et bien, les charges plus, les charges moins sont repoussées de ce côté-là, pour cet objet-là, sont repoussées là, les charges moins sont repoussées là, les charges plus sont repoussées là, et c'est ça qui fait que le moins attire le plus, que ce soit pour les bouts de papier, les cheveux, etc. Alors, en mettant en contact un corps préalablement électrisé avec un autre neutre, ce dernier va attirer à son tour des objets légers. Maintenant, électrisation par influence. Donc, on a vu par frottement, par contact et maintenant par influence. Prenons une règle neutre et prenons une boule neutre. Voilà. Donc, la règle elle est neutre, la boule est neutre. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. Et bien, frottons cette règle, voilà, avec, par exemple, du coton, ou là, avec une peau. Elle devient négative. Qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, puisqu'elle devient négative, et que cette boule, elle est proche, eh bien, elle est électriquement neutre. Et comme les électrons, là, sont en face, eh bien, ces charges négatives vont pousser les électrons négatifs du corps qui est neutre et ils vont attirer les charges positives. Voilà. Alors maintenant, on va l'expliquer en détail. À l'instant initial, les deux boules sont état initial, la règle électriquement neutre,
la boule électriquement neutre. À l'instant T1, après avoir frotté la règle avec une peau, voilà, celle-ci se charge négativement, c'est-à-dire on lui a ramené des électrons. Au niveau de la boule, c'est-à-dire au niveau de la boule là, les charges positives de la boule et les charges négatives se séparent. Elles se séparent parce que les charges, il y a influence de ces charges négatives. Parce qu'ils vont repousser les charges négatives, ils vont attirer les charges positives. Les charges de la boule Q+ sont attirées par les charges Q négatives de la règle, les charges positives sont attirées par les charges négatives, et les charges positives, négatives de la boule sont repoussées par les charges négatives de la règle. Moins repousse le moins, et moins attire le plus. La boule est alors polarisée. Ça veut dire qu'au bout du compte, les charges positives de la boule se trouvent de ce côté-là, les charges négatives se trouvent là, et ça fait une zone chargée positivement, et là une autre zone chargée négativement. C'est ce qui constitue ce qu'on appelle un dipôle, c'est-à-dire il a les deux bouts chargés de signes opposés. Au temps T2, la boule est attirée par la règle. Voilà. Alors, structure de la matière. Donc, puisqu'on parle d'électrisation, autant de rappeler un petit peu la structure de la matière. Les particules élémentaires sont caractérisées à ce niveau d'étude par la masse et la charge. Ça veut dire, à ce niveau-là, on est en train d'étudier par exemple l'électron. Qu'est-ce qui caractérise l'électron? Eh bien, c'est sa masse et sa charge. Mais, de manière générale, il est caractérisé par beaucoup plus de paramètres. Il est caractérisé par la masse, par la charge, caractérisé par le moment magnétique, par le spin, par la parité, etc. Mais nous, dans ce cours, on se contente de la masse et de la charge. Alors, un atome neutre est défini par un nombre Z, c'est ce qu'on appelle le nombre de protons. Ce nombre de protons, dans le cas d'un atome neutre, est égal au nombre de neutrons. Et un autre nombre qu'on appelle le nombre de masse A, c'est le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, c'est quoi? C'est le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc A, nombre de masse, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Alors, maintenant, prenons un atome. On va essayer de voir en détail la structure de l'atome. Vous avez le noyau qui est constitué de protons plus neutrons. Vous avez les électrons qui gravitent. Vous avez les électrons qui gravitent autour de l'atome. Donc la matière est constituée de quoi? D'atomes. Voilà. Et l'atome est constitué de noyaux plus les électrons. Les électrons sont caractérisés par une charge électrique en coulomb et une masse en kilogrammes. Je continue. Là, le noyau, il est constitué par quoi? Par des protons et des neutrons. C'est-à-dire, il est constitué par Z protons moins plus Z protons plus A moins Z, c'est-à-dire le nombre de neutrons. A moins Z neutrons. Le Z proton, le proton, il est constitué de quoi? Eh bien, il est caractérisé par quoi? Par une charge Q égale et une masse égale. Donc, voilà. À titre d'exemple, on vous donne ces ordres de grandeur pour voir un petit peu les masses mises en question dans le cas de l'atome. Vous avez la masse du proton qui fait cette valeur-là. La masse du neutron. Donc on peut constater que pratiquement la masse du proton elle est égale à la masse du neutron. Il diffère simplement par le fait que le neutron il est neutre et le proton il est chargé positivement. Et puis vous avez la masse de l'électron. La masse de l'électron est différente de celle des neutrons et des protons. Pratiquement l'électron est 1000 fois plus léger que l'électron et le neutron. À titre d'exemple, si vous prenez dans un conducteur métallique,
on a 5 10 à la puissance 22 atomes par centimètre cube. 5 10 à la puissance 22. Admettons que chaque atome donne un électron libre. Eh bien, on aura 5 10 à la puissance 22 électrons par centimètre cube. Ce qui fait quand même une valeur très importante. Alors maintenant, on va procéder à un exercice test, juste pour rappeler tout ce qu'on a dit. Frotter une règle en plastique avec un tissu en coton ou avec une fourrure et l'approcher de la petite sphère d'un pendule électrostatique. Voilà, règle en plastique, on va la frotter. On lui a ramené des électrons. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un phénomène d'influence, c'est-à-dire attraction de la boule. Les charges négatives repoussent les charges négatives attirent les charges positives. Et donc, alors, maintenant on va faire une petite application. On considère deux sphères conductrices identiques. J'ai bien souligné le mot identique. La sphère S1 et S2, elles sont chargées respectivement par Q1 et Q2. Q1 différent de Q2. Ils sont mis en contact puis séparés. Voilà Q1, S1 avec Q1, S2 avec Q2. Pendant un bref moment, on les a mis en contact, puis on a séparé. Voilà. Calculer les nouvelles charges des sphères, montrer le sens de déplacement des charges, déterminer la quantité des charges déplacées, sachant que Q1 égale à 3 10 moins 8 coulombs, et Q2, 8 10 moins 8 coulombs. Alors, calcul des nouvelles charges. En fait, lorsqu'on a pris cette sphère S1 et on l'a mis avec S2, sachant que Q1 est différent de Q2, et comme on a dit, les sphères sont identiques, il est évident que la charge après le contact, lorsqu'on les a séparés, eh bien, ils vont se trouver avec des charges égales. C'est-à-dire, au départ, qu'est-ce qu'on a comme charge globale? On a Q1 plus Q2, mais qui n'était pas répartis de manière égale. Q2 était plus grand que Q1. Maintenant qu'on les a mis en contact, eh bien, le résultat, c'est que la nouvelle charge Q'1, elle va être égale à la nouvelle charge Q'2. Et comme la charge globale Q1 plus Q2, la charge est conservée. Il y a juste les déplacements d'électrons de l'un vers l'autre, mais la charge globale est conservée. Ça veut dire que Q1 plus Q2 est égal à Q'1 plus Q'2. Voilà, Q1 plus Q2 est égal à Q' égale 11 10 moins 8. Les deux sphères sont identiques. La charge globale va être divisée en deux. Pour chaque sphère, on aura Q'1 égale Q'2, on aura 5,5 10 moins 8 coulombs. Alors, quand on nous dit déterminer la quantité de charge déplacée, eh bien, la quantité de charge déplacée, c'est que dans la première qui était, c'est 5,5 moins 3 pour la première charge, et l'autre, c'est 8 moins 5,5 pour la deuxième charge. Alors, la quantité de charge déplacée, elle est déplacée de combien et de où vers où? Eh bien, si je prends la charge, celle-là qui avait une charge supérieure à la première, elle avait 8. Dans la nouvelle situation, il se trouve avec 5,5. Donc, la charge qui a changé, c'est 8,8 moins 5,5. Et cette charge, elle est partie compenser Q1 de manière à avoir les nouvelles charges Q'1 égales aux nouvelles charges Q'2. Voilà. Sur ce se termine cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des remarques, des commentaires et n'hésitez pas non plus à vous abonner, mettre un like et partager. Alors, pour d'autres cours, n'hésitez pas aussi à visiter le site suivant.